Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est un sujet aux limites de l'histoire et de la légende que Franck Ferrand a choisi d'aborder aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous avons tous, un jour ou l'autre, rêvé d'Atlantide. Je parle moins ici du pays imaginaire de Pierre Benoît que du continent perdu, objet de tous les fantasmes depuis tant de générations, l'Atlantide. S'agit-il d'un mythe ou bien d'une réalité disparue ? Eh bien, nous allons essayer d'apporter une réponse en compagnie d'un des meilleurs connaisseurs du sujet, Jacques Gossard. Et vous avez aussi convié sur Europe 1 Bernard Werber à nous rejoindre. Oui, depuis la trilogie des fourmis et à travers son encyclopédie du savoir relatif et absolu qui revient de roman en roman, Bernard Werber n'a cessé de convier ses innombrables lecteurs à penser, à méditer, à songer autrement. Et si je ne craignais d'effrayer les plus rationnels d'entre vous, je dirais même en préambule que l'Atlantide, il la connaît bien pour s'y être lui-même promené. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Je sais très bien qu'en entendant l'énoncé du sujet d'aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous n'ont pas pu s'empêcher de hausser les épaules, de lever les yeux au ciel. Ce Franck Ferrand, où est-ce qu'il nous emmène ? Est-ce que l'Atlantide, c'est un sujet bien sérieux ? Eh bien, c'est à eux, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Essayez de déposer 5 minutes vos petites œillères et essayez de vous laisser gagner par le plaisir de repousser des horizons et de songer à autre chose et surtout de songer autrement. Ceux et celles qui n'ont jamais, par une soirée de vacances, lorsqu'on est très tranquille, un peu coupé du monde, au milieu d'amis de qualité, ceux qui n'ont jamais tiré des plans sur la comète, jonglé avec les siècles et les continents, ne peuvent pas savoir le bonheur qu'il y a de voir autrement, d'imaginer les choses, et notamment, puisque c'est bien d'une utopie en partie que nous allons parler aujourd'hui, du bonheur qu'il peut y avoir de replacer cette utopie, non pas dans le futur, comme on le fait généralement, mais dans le passé. C'est un des avantages que présente l'Atlantide. Alors, s'agit-il d'un mythe ou d'une réalité ? Évidemment, nous allons nous poser la question, nous allons voir quelles sont les sources, nous allons essayer de localiser cette immense île, cette Atlantide. Nous allons essayer en quelque sorte, de bousculer nos habitudes de pensée, un peu comme si notre esprit faisait la roue ou jouait au pendu. Certains, vous allez voir, continuent à l'heure où nous parlons de chercher l'Atlantide comme jadis d'autres cherchaient le Graal. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Alors bonjour Jacques Gossard, c'est pas dans un instant, nous revenons tout de suite. Vous avez consacré une grande partie de votre vie à traquer l'Atlantide en quelque sorte. Vous êtes d'ailleurs, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle l'Atlantide. Vous avez écrit également Les Atlantes hier et aujourd'hui, et vous êtes le cofondateur et le secrétaire de cette revue que j'ai entre les mains qui s'appelle Kadat, Chronique des civilisations disparues. Alors évidemment, vous ne vous cantonnez pas au domaine de l'Atlantide, mais c'est un domaine immense et qui va nous suffire amplement aujourd'hui. Il faut que vous nous disiez d'abord d'où vient cette idée d'Atlantide. On a 2 grands auteurs dans l'Antiquité qui en parlent, Hérodote d'une part, mais qui ne fait que le citer, et puis surtout Platon, avec 2 dialogues de Platon connus, avec le Critias et le Timée, qui décrivent l'Atlantide. Et puis, j'ai envie de dire, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, effectivement. tout part de Platon. Et Platon, effectivement, a parlé de l'Atlantide dans le Timée et le Critias, et il a décrit cette civilisation de manière très précise. Dans un contexte d'ailleurs qui, pour lui et pour ses lecteurs, ne laissait planer aucun doute. Au départ, pour lui, l'Atlantide, c'est une réalité historique parce qu'il le dit à plusieurs reprises et il insiste dans ses textes en disant, vous savez, j'ai l'habitude de vous raconter de belles histoires, mais là, ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Alors, cette histoire vraie, en fait, il ne l'a pas tirée de nulle part. En fait, cette histoire, elle vient de Solon.
Solon, Il faut expliquer qui était Solon, oui, bien sûr. Hein. C'est un homme d'État athénien qui vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ, et comme tous les gens 570, 580 oui, son voyage date presque 600 avant Jésus-Christ. 570, oui. Et comme tous les gens cultivés de cette époque-là, à Athènes, il voyageait pour faire du tourisme et puis surtout pour étudier. Et le pays où on pouvait étudier le mieux lorsqu'on était athénien au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'était l'Égypte. Et donc, Solon a entamé un voyage d'études en Égypte en exactement 570 avant Jésus-Christ. Et c'est là que Solon va avoir une révélation. Nous y venons dans un instant. La Hotte de Noël, Europe 1. Et jusqu'au 25 décembre sur Europe 1, la Hotte de Noël est de retour avec des centaines de cadeaux à gagner. Alors aujourd'hui, Julia, qu'est-ce qu'il y a dans cette Hotte ? Eh bien, nous vous proposons de jouer pour gagner un iPod Touch 32 Géo pour écouter notamment Europe 1, évidemment en podcast. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe. C'est un très charmant prénom, celui de Franck, CK à la fin par SMS au 7 39 21, 50 centimes d'euros plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous tous. En décembre, c'est Noël tous les jours avec la Hotte de Noël Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et aujourd'hui, Franck, sur Europe 1, nous évoquons l'un des plus grands mystères de l'humanité. Nous partons à la recherche du continent perdu de l'Atlantide. Et oui, cette Atlantide dont parle Platon d'après Solon. Donc Solon vivait, vous nous le disiez Jacques Gossard, 6 siècles avant Jésus-Christ environ. Il fait un voyage en Égypte et voilà qu'en Égypte, les grands prêtres lui font une révélation incroyable. Voilà, il se lie l'amitié avec des prêtres de Saïs, qui est un temple assez connu à l'époque, et les prêtres de Saïs vont lui parler pour la première fois de l'Atlantide, en lui disant, vous savez, toute cette histoire qu'on va vous raconter, c'est écrit sur des murs en hiéroglyphes, et ça concerne finalement aussi l'histoire de votre peuple. Alors, l'histoire, grosso modo, c'est celle-ci. Vers 10 000 avant Jésus-Christ. Oui, on lui dit 9 000 ans avant vous, donc ça fait presque 10 000 avant. 10 000 ans avant Jésus-Christ à peu près. 9 000 ans avant vous, il existait au-delà des colonnes d'Hercule, les colonnes d'Hercule, c'est le détroit de Gibraltar, ce que nous connaissons comme détroit de Gibraltar aujourd'hui. Il existait au-delà des colonnes d'Hercule, donc on traduit dans l'océan Atlantique. Il existait une grande île, une grande civilisation, et sur cette île... Une île qui était grande comme... Qui était grande comme l'Asie et la Libye réunies. Oui, l'Asie qu'on connaissait à l'époque. Qu'on connaissait à l'époque, c'est-à-dire finalement c'est l'Afrique du Nord et le Proche-Orient ou l'Asie mineure. Mais c'est pas mal quand même, parce que d'après les estimations, on arrive à peu près à 400 000 km². C'est-à-dire presque la surface de la France. À peu près. Pas très loin. Donc ça fait 1000 km de long sur 400 km de large. Et cette île était divisée en deux parties, une partie qui était une plaine et l'autre partie qui était une montagne, pas très haute mais une montagne quand même. Et puis au milieu de tout ça, il y avait une grande capitale, et dans cette grande capitale régnaient des rois qui avaient une grande puissance. Et il faut dire aussi que ce pays était véritablement un pays de cocagne, parce qu'on y trouvait à peu près tout, ce qu'il fallait pour vivre, avec un climat idéal, avec des richesses naturelles extrêmement importantes. Mais, et Platon insiste là-dessus aussi, dans son récit, il dit qu'une partie des produits était importée. Donc cela suppose des relations commerciales probablement avec le reste du monde, et spécialement avec la Méditerranée. Alors apparemment, ces gens vivaient en bonne intelligence avec leurs voisins, c'est-à-dire les gens du pourtour de la Méditerranée, jusqu'à ce que vers 9000 ans avant Solon arrive un cataclysme mais finalement oui, ça s'est passé en deux fois. La première phase, ça a été une volonté de puissance et de domination des rois atlantes, et ils ont décidé de conquérir le reste du monde, et pour ça ils ont lancé leur armée, entre autres contre les ancêtres des Athéniens, et au cours d'une grande bataille, les Athéniens ou leurs ancêtres ont vaincu les Atlantes. Première étape. Deuxième étape, une sorte de jugement des dieux et de punition des dieux. En l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste, l'île Atlantide s'est abîmée dans les flots.
Alors, c'est-à-dire que là, c'est la disparition brutale de tout ce petit continent, en quelque sorte. Ça paraît assez extravagant. Alors, Platon reprend le témoignage de Solon. Il le reprend très sérieusement, disons-le. Mais est-ce qu'il nous donne des éléments pour juger du degré de civilisation des Atlantes ? Est-ce que d'après Platon, ces gens étaient d'une civilisation supérieure, en quelque sorte ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que Platon ne nous parle pas de sujets dont par la suite on va beaucoup parler à propos de l'Atlantide, et on va même délirer à propos de l'Atlantide. Bien sûr, les Atlantes, en tout cas Platon n'en parle pas, ne connaissaient pas la machine à laver, ils ne connaissaient pas l'électricité, ils ne connaissaient pas le rayon vert qui tue, mais c'était une civilisation très développée, très puissante, mais encore une fois, très puissante surtout au point de vue économique, semble-t-il, jusqu'à ce que les rois lèvent leur armée, qui était une armée apparemment très, très puissante aussi, et la lancent à la conquête du monde. Alors, quand même, quand on parle de Platon, toujours, on ne peut que se demander ce que pense l'autre continent de la pensée, si je puis dire, c'est-à-dire Aristote. Or, Aristote ne prête aucune foi aux propos de Platon, en l'occurrence. Voilà. Et c'est ça, c'est tout le problème de l'Atlantide, c'est que les lecteurs de Platon ont en général accepté tout à fait convenablement cette hypothèse d'Atlantide, mais Aristote a décidé que finalement, c'était une légende. Ça n'avait pas de réalité historique. Réalité historique, c'était une façon pour Platon d'exposer ses idées philosophiques et concernant l'état idéal. Et donc, Aristote a décidé qu'une bonne fois pour toutes, il fallait renvoyer l'Atlantide sous les flots. Alors, c'est une belle histoire que cette histoire de l'Atlantide, mais vous avouerez qu'évidemment, le fait que Platon soit le seul à s'en faire l'écho la rend vraiment ténue comme un fil. Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'Atlantide sur Europe 1. D'ailleurs, si vous avez des questions à nos invités, l'historien et écrivain Jacques Gossard et le romancier, ancien journaliste scientifique Bernard Werber, c'est le moment. Europe1.fr ou la page Facebook d'Au cœur de l'histoire, Franck. Alors, ce qu'il faut dire, Jacques Gossard, c'est que dans les périodes anciennes, à la Renaissance, à l'âge classique, il y a quelques petits échos des mentions de Platon, bien entendu, puisqu'on lit beaucoup les grands auteurs à l'époque, et donc Platon est très lu, et forcément, on voit ressurgir de temps en temps l'Atlantide. Mais c'est vraiment peu de choses, on ne peut pas dire que ça passionne les foules au XVIIe siècle. Effectivement, et ça, encore une fois, c'est la faute à Aristote. Parce que Aristote avait une telle influence jusqu'à la fin du Moyen-Âge qu'il n'était pas question de remettre en question son jugement. Et un des premiers à étudier un peu sérieusement l'Atlantide à partir de la Renaissance, c'est Athanas Kircher. Athanas Kircher, une sorte d'homme universel qui a touché une sorte de Léonard de Vinci allemand. Absolument, oui. Qui était jésuite et jésuite allemand et qui a, entre autres choses, étudié l'Atlantide et lui a relu les textes de Platon, a considéré qu'il devait s'agir malgré tout d'une réalité historique et il a replacé, dessin à l'appui d'ailleurs, une carte à l'appui, l'Atlantide au milieu de l'océan Atlantique. Alors, nous avions l'autre jour comme invité le prince Michel de Grèce, qui a toutes sortes d'idées sur toutes sortes de sujets. C'était d'ailleurs un moment tout à fait délicieux. Et il nous a raconté sa rencontre avec le célèbre archéologue Marinatos et sa conviction que l'Atlantide était en fait la civilisation minoenne, la civilisation crétoise. Ça a été, on peut dire que dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est la thèse qui a été le plus souvent avancée. Effectivement, oui. Je dirais que c'est la thèse qui a le vent en poupe actuellement. Voilà, c'est ça. Oui. Parmi ceux, en tout cas, qui veulent bien reconnaître une certaine réalité. Réalité au mythe, oui, voilà. Et en France, un des défenseurs de cette théorie a été d'ailleurs le commandant Cousteau. Bien sûr, oui. Alors, en fait, à propos de cette civilisation minoenne, on confond deux choses. Parce que il faut savoir qu'au XVIIe siècle avant notre ère a eu lieu une grande catastrophe qui a affecté l'ensemble de la Méditerranée et plus particulièrement la Méditerranée orientale, c'est l'explosion du volcan de Santorin. Alors Santorin, c'est une petite île totalement volcanique qui d'ailleurs a encore la forme du cratère d'un volcan. Effectivement. Et au départ, jusqu'au XVIIe siècle, c'était une île circulaire.
Elle se trouve à environ 100 km au nord de la Crète, et c'était une des bases de la civilisation minoenne, comme d'ailleurs l'île de Crète. Et au XVIIe siècle, on pense que c'est aux alentours de 1600-1640 avant Jésus-Christ, le volcan de Santorin est entré en éruption, une éruption tellement forte que véritablement tout le centre de l'île a explosé, et le nuage de cendres a envahi toute la Méditerranée orientale, et un tsunami assez gigantesque. On estime actuellement qu'il y a eu 3 vagues d'une vingtaine de mètres de hauteur a déferlé sur la Méditerranée orientale et a partiellement détruit les infrastructures de Crète et donc des Minoens. Alors au départ de ça, on a pu imaginer qu'il devait y avoir une relation entre cette catastrophe, la disparition d'une civilisation extrêmement avancée pour son époque, qui était la civilisation minoenne, et ce mythe de l'Atlantide. C'est vrai que cette civilisation minoenne n'est pas du tout banale. On en parle très peu. Elle ne fait pas partie des programmes scolaires, tout simplement. Elle est un peu le parent pauvre des grandes civilisations d'Europe. Et pourtant, quel degré de raffinement, quelle société pacifiée, unie, brillantissime, disons-le, avec toutes les fresques, on connaît le palais de Knossos, etc. Mais on a oublié tout le reste, si je puis dire. Et on serait tenté de voir dans les Atlantes de Platon peut-être se dessiner les Crétois. Effectivement, ça pourrait. Ça pourrait, parce que, comme vous le disiez, c'est une civilisation qui est extrêmement avancée, elle est en avance sur son temps, disons-le, et c'est une civilisation maritime et commerciale. Et oui. Et développée à un tel aux échanges point, à tout niveau. Et développée à un tel point dans l'ensemble de la Méditerranée que elle domine sans devoir faire la guerre. Elle domine presque naturellement par rapport aux autres. Alors ce que nous allons voir dans un instant dans le récit, c'est qu'évidemment les hypothèses ont été multiples pour essayer de localiser l'Atlantide. Après tout, la Crète, c'est une hypothèse, c'est une possibilité, mais il y en a tellement d'autres, c'est ce que nous voyons dans un instant. La Hotte de Noël Europe 1. Et je vous rappelle que vous avez donc encore quelques minutes pour jouer à la Hotte de Noël, Julia. Et pour tenter de gagner un iPod Touch 32 Go pour écouter notamment Europe 1 évidemment en podcast. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, je vous redonne le mot de passe. Vous envoyez le prénom de Franck CK à la fin par SMS au 7 39 21, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous tous et nous annoncerons bien évidemment comme tous les jours le nom du gagnant en fin d'émission. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui revient maintenant sur Europe 1 sur les différentes hypothèses pour tenter de localiser l'Atlantide. Mais oui, au fil des siècles, on a voulu placer l'Atlantide un peu partout, jusqu'en Afrique du Sud, dans le Caucase, au Spitzberg, figurez-vous, et même en Océanie, en Afrique du Nord aussi. C'était la thèse de Berliou en 1874. Vous savez que c'est elle qui va inspirer au grand romancier Pierre Benoît son Atlantide dans le Hogar. Vous savez, ce magnifique roman qui d'ailleurs est devenu par la suite, sous la houlette de Pabst, un magnifique film. En 1931, l'Allemand Hermann soutient que l'Atlantide était en Tunisie, dans la région des Chottes. Il y aurait énormément d'hypothèses à analyser. On va y revenir dans un instant. Je voudrais simplement vous en désigner quelques-unes. Au milieu du dernier siècle, au milieu du XXe siècle, le grand érudit Georges Poisson, qui présidait la Société préhistorique française, a voulu revenir à la source même, donc au texte de Platon, au Timée. Et Platon nous dit que l'île d'Atlantide se situait au-delà des colonnes d'Hercule, donc au-delà du détroit de Gibraltar. Alors voyons à Gibraltar. Monsieur Poisson rappelait qu'en 1898, lors de la pose d'un câble sous-marin entre Brest et Cap Cod, un grappin avait rencontré au nord des Açores, par 47 degrés de latitude nord et 29 degrés 40 de latitude ouest, de petites esquilles minérales en lave vitreuse qui n'avaient pu se consolider sous cette forme que sous la pression atmosphérique, qui donc avait dû connaître à d'autres époques le plein air. Ce qui veut dire que, au nord des Açores, une île s'est effondrée et qu'elle s'est effondrée dans des périodes relativement récentes. Selon Georges Poisson, entre 18 500 et 6 500 avant notre ère. Ah ça tomberait bien pour nous, puisque je vous rappelle que si l'on en croit Platon, donc Solon, toute cette histoire, ce moment où l'Atlantide s'est abîmée dans les flots remonterait à environ 9600 ans.
Beaucoup plus près de nous, un géologue français, Jacques Collinat-Girard, spécialiste de morphologie marine et passionné de plongée, a découvert que dans la région même de Gibraltar, il s'est produit, à l'époque dont parle Platon, des événements qui pourraient coïncider avec le mythe de l'Atlantide. Le niveau de la mer a monté de 13 mètres en 20 000 ans, prouve-t-il. On est à l'ouest de Gibraltar, l'archipel est dominé par une île de 14 km de long sur 5 km de large, l'île de Spartel, c'est le nom du banc de haut fond qui se trouve à cet endroit. Il faut reconnaître que qu'une île se trouve si près de la surface de l'eau dans une région qui correspond si bien à celle décrite par Platon, c'est assez troublant. Sauf que, nous dit un journaliste italien, il s'appelle Sergio Frao, sauf que du temps de Platon, ce qu'on désignait par le terme de colonne d'Hercule n'était probablement pas le détroit de Gibraltar. Ce seront, dit-il, les Romains qui ont pris l'habitude de dénommer ainsi le détroit de Gibraltar. Du temps de Platon, c'était plutôt la façon de désigner la Sicile. Ah, mais alors dans ce cas, l'Atlantide pourrait être tout simplement la Sardaigne, d'où proviendraient du reste les fondateurs de la civilisation étrusque. Ah, une civilisation étrusque, civilisation suffisamment développée, tout pont coupé avec d'autres grands groupes humains pour qu'on puisse penser qu'effectivement elle se confondrait dans des périodes beaucoup plus reculées avec ceux que nous appelons les Atlantes. Je passe sur d'autres découvertes et sur certaines pseudo-découvertes plus récentes encore, au large de Chypre par exemple, des découvertes qui ont été, semble-t-il, invalidées scientifiquement. On verra tout à l'heure avec Jacques Gossard ce qu'il faut en penser. Je passe aussi sur l'hypothèse qui a voulu identifier les Atlantes à l'homme de Cro-Magnon, qui vivait, vous savez, en Europe occidentale il y a 12 000 ans. Non que cette hypothèse soit spécialement farfelue, elle correspond en effet plutôt avec la datation de Platon, mais elle n'apporte rien sur ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est-à-dire l'identification de l'endroit, de l'île elle-même. Plus intéressant me paraît le travail effectué il y a une 60aine d'années par un pasteur allemand, Jürgen Spanut. Et il avait été frappé, lui, par par les circonstances décrites par Platon. En effet, on l'a dit très rapidement tout à l'heure, mais Platon se sert de l'exemple des Atlantes pour stigmatiser les noblesses de l'Athènes de son époque et d'un certain nombre de cités qu'il compare aux anciens Athéniens qui s'étaient battus contre l'invasion des Atlantes et qui avaient eu le dessus sur les Atlantes. Pour Platon, cette civilisation, donc ces Atlantes, avaient envahi tout le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, sauf Athènes donc. Spanut a cherché si une telle invasion pouvait trouver un certain nombre de confirmations archéologiques aux alentours de 9600 avant notre ère, évidemment. Sauf que pour que ça se confirme, il faut que des États grecs existent et qu'Athènes elle-même existe. Il faut qu'existe un royaume égyptien. Il faut que le travail du cuivre, celui de l'étain, etc. soit assez avancé si l'on veut coller avec le texte de Platon. Et tout ça situerait l'invasion des Atlantes non pas en 10 000 avant notre ère, mais plutôt, on va dire, entre 2000 et 1000 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Platon, sur la datation, quand je dis Platon, peut-être Solon avant lui, sur la datation, avait commis une erreur. Après tout, si Solon n'avait pas été capable de traduire correctement ce que lui avaient dit les grands prêtres égyptiens. Partant de cette certitude d'une erreur de datation, notre pasteur allemand s'est mis à chercher des traces d'une invasion massive au 2e millénaire. Et évidemment, ces traces, il n'a pas eu grand mal à les trouver. Essentiellement en Égypte d'ailleurs, à Karnak et à Médinet Abou. Il n'y est question que d'envahisseurs venus du pays de l'obscurité, entendez peut-être le nord de l'Europe, des peuples envahisseurs qui vont laisser dans l'histoire le nom de peuples de la mer. Ce sont eux qui ont déferlé sur tout le bassin méditerranéen aux alentours de l'an 1200 avant Jésus-Christ. J'ai eu l'occasion de vous en parler à l'occasion d'émissions sur des sujets très différents. Les Phrygiens, leurs ancêtres, détruisent l'empire hittite, c'est la chute d'Atoussa. Les Philistins viennent disputer aux Hébreux le contrôle de la Palestine. En même temps, l'Égypte du Nouvel Empire doit faire face à une invasion considérable. Et puis, bien entendu, c'est le basculement de toute la civilisation archaïque de la Grèce. Ainsi donc, les peuples de la mer pourraient être les Atlantes. Le problème avec Spanut, c'est qu'il a voulu aller plus loin, il a essayé de les identifier. Vous savez, ça n'ôte rien au mérite de cet homme qui, par sa persévérance, a réussi à identifier l'origine des peuples de la mer, mais
en définitive, on n'est pas beaucoup plus avancé sur la localisation de l'Atlantide ancienne. Est-ce qu'il faut situer l'Atlantide carrément en mer du Nord, puisqu'on pense que ces peuples de la mer descendaient du nord de l'Europe? Est-ce qu'il faut la situer, comme nous le disions tout à l'heure, dans la mer Égée, du côté de Santorin? Ce n'est peut-être pas l'un ou l'autre. Si l'on s'en tenait à l'hypothèse des peuples de la mer, ce serait l'un et l'autre. Ce qui signifierait qu'en l'occurrence, ce que nous décrit Platon, ce serait ce qu'un événement historique relativement ancien pour lui avait laissé comme imprégnation dans la mémoire des hommes. Dans un instant, en compagnie de Jacques Gossard et de Bernard Werber, nous voyons ce qu'il faut penser de cette dernière hypothèse. Franck Ferrand sur Europe 1. Mythe ou réalité disparue, l'Atlantide fait réagir énormément nos auditeurs, Franck. Oui, alors évidemment, vous parlez de l'Atlantide et aussitôt vous avez toutes sortes d'auditeurs qui veulent entendre parler d'autres mythes, d'autres énigmes et de choses étonnantes. Je vais essayer de m'en tenir aujourd'hui à l'Atlantide, mais je vous promets qu'on traitera d'autres mystères dans l'avenir, bien entendu. On peut dire que c'est Fabienne qui met tout le monde d'accord en disant merci d'avoir invité Bernard Werber. Moi, je ne hausse pas les épaules. Quelle merveille de pouvoir encore voyager et faire vivre notre imaginaire grâce à des auteurs comme lui. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Vous allez effectivement nous faire rêver dans un instant, puisque vous, les Atlantes, vous les avez rencontrés. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur la localisation. Dit comme ça peut paraître bizarre. C'est un teasing. Sur la localisation avec Jacques Gossard. L'hypothèse nordique d'Heligoland, l'hypothèse de Spanout, elle a un peu de plomb dans l'aile aussi aujourd'hui, disons-le. Oui, effectivement, elle a eu son heure de gloire et Spanout est allé très loin, je dirais, dans sa recherche. Il a même entrepris des fouilles sous-marines. Il a retrouvé effectivement des vestiges au large de Heligoland. Malheureusement, il a dû interrompre ses recherches. Donc on est très au nord de l'Europe, là. On est au Danemark, au large du Danemark. Mais il a dû interrompre ses recherches faute de moyens. Bon, parce que les recherches sous-marines, ça coûte très très cher. C'est d'ailleurs le gros problème de l'Atlantide, c'est que si on veut retrouver quelque chose, il faut plonger, et plonger, ça coûte cher. Et voilà, oui. Et non seulement il faut plonger pour retrouver des vestiges anthropiques, c'est-à-dire des traces d'occupation humaine sur un certain nombre de sites qui auraient pu être engloutis par les flots, mais il faut tout simplement trouver des reliefs qui pourraient justifier, qui pourraient avoir été autrefois une île. C'est ça aussi la question. Alors vous avez dans votre ouvrage que je cite à nouveau, qui est passionnant, ça s'appelle L'Atlantide, chez Dervy, vous avez une idée assez intéressante concernant les Canaries. Il faut que vous nous expliquiez ce qui se passe de ce côté. Les Canaries, a priori, pour la plupart de nos auditeurs, c'est une destination touristique. Mais ça n'est pas que ça, en vérité. Effectivement. Bon, alors, il faut distinguer deux choses. L'emplacement de l'Atlantide, ce serait plutôt du côté des Açores. Bon, on peut imaginer, là, on retrouve un relief sous-marin qui peut s'apparenter à une île effondrée. Mais aux Canaries, on retrouve non pas des vestiges de l'Atlantide, on a retrouvé peut-être les survivants de l'Atlantide, des survivants des Atlantes, les derniers Atlantes en quelque sorte. En fait, il faut savoir que jusqu'au début du XVIe siècle, fin du XVe, début du XVIe, les Canaries étaient complètement isolées et elles n'ont été découvertes officiellement qu'au tout début du XVIe siècle, par des Français d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, ce que vous nous montrez, c'est qu'elles sont isolées non seulement du continent, mais elles sont isolées entre elles. C'est-à-dire les îles de l'archipel n'avaient aucune communication, au point même de développer des langues différentes. C'est assez étonnant. Effectivement. C'est très surprenant parce que, entre autres caractéristiques, ce peuple autochtone des Canaries, que l'on appelle les Guanches, s'ignoraient les uns les autres. Et pourquoi est-ce qu'ils s'ignoraient, alors que, en principe, des gens qui habitent sur des îles doivent pouvoir communiquer et se déplacer sur l'eau relativement facilement. Là, la mer était pour eux un interdit, quelque chose qu'il fallait éviter à toute force. Et en fait, ils avaient une peur bleue de la mer. Et donc, cet isolement les uns par rapport aux autres... Comme si la mémoire d'un déluge les avait définitivement marqués, on peut dire ça, pourquoi pas. Effectivement. Bon, il y a toute une série d'éléments comme ça qui peuvent laisser penser qu'ils font référence à un événement que leurs ancêtres, un événement catastrophique que leurs ancêtres auraient connu. Et d'ailleurs, dans leur légende, on dit que Dieu les a abandonnés sur ces îles. Donc il y a cette notion d'abandon, il y a cette notion de catastrophe, il y a cette notion de dernier survivant d'un monde.
Alors, et on retrouve ça dans leur légende. J'ai plaisanté à l'instant avec Bernard Werber. J'ai dit qu'il avait vu les Atlantes. C'est parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous avez fait, vous, dans une expérience d'hypnose, Bernard Werber. Oui. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter. Tout le monde connaît votre imagination hyper fertile de grand romancier. Mais tout de même, sous hypnose, vous avez eu le sentiment de vous retrouver sur une île qui ressemblait singulièrement à l'île d'Atlantide. Oui, donc je suis romancier, donc je n'ai pas la prétention ni à être un Nous savant, sommes en train d'entrer dans la historien. 5e dimension, évidemment. Voilà. J'ai fait cette expérience et je me suis retrouvé, en effet, dans un endroit étrange qu'au début il n'était pas identifié. Vous savez, il n'y a pas une pancarte, ici vous êtes en Atlantide, et je savais que je ne connaissais même pas mon nom. Mais par contre, ce qui était étrange, ce qui m'a le plus surpris, c'est le niveau de décontraction du personnage que j'étais censé être. Donc tout à l'heure, on parlait de technologie, on parlait de progrès politique, et j'allais dire le truc le plus étonnant que j'ai perçu dans cette vie d'Atlante, c'est le niveau de totale décontraction, c'est-à-dire j'étais ultra cool, on va dire ça comme ça. Et ce qui m'a surpris dans cette expérience, c'est la masse d'informations et de détails qui sont accourus durant cette séance qui a duré 1 heure. Donc la première, c'était mon âge, j'avais 831 ans. Ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et la deuxième, c'est ma taille, j'avais à peu près 17 mètres. Donc c'était 2 informations. On voit d'où viennent vos géants de 17 mètres et de 1000 ans d'âge qui sont dans le roman que vous venez de publier. Oui, après je me suis dit, tiens, c'est quand même au-delà de tout une matière romanesque extraordinaire, c'est-à-dire donc je me retrouve à revivre une vie sur une île face à la mer. La première scène, c'est que j'étais en train de faire des ricochets dans l'eau. La deuxième scène, c'est que je pratiquais donc mon métier. Vous n'aviez pas peur de l'eau, contrairement à... Non, on nageait beaucoup. D'ailleurs, par la suite, je suis allé aux Açores et je suis allé nager avec les dauphins, et ça me semblait quelque chose d'évident. C'est-à-dire nager avec les dauphins, ça fait partie du trip Atlante, si je puis dire. Donc là encore, c'est une matière romanesque extraordinaire. Donc mon métier consistait à percevoir, à soigner les gens, curateur, j'ai pas d'autre terme, et je percevais les énergies comme des sortes de fils blancs et rouges, et je soignais avec les mains. Et donc ça, c'est amusant parce que je pratiquais ça avant d'avoir fait cette expérience, c'est-à-dire je sens les énergies, et en fait, à un moment, j'avais un client, si je puis dire, ou un patient, et je lui ai dit, votre problème, c'est pas un problème d'énergie, c'est un problème de constipation, et il faudrait que vous buviez plus d'eau. Et à partir de là, il y a une réunion, c'est l'autre scène qui m'est arrivée, une réunion des sages, et on s'est dit, on devrait installer un système de tout à l'égout dans la ville. La ville elle-même, on l'appelait dans notre langage Amempta. J'ai retrouvé ce terme, mais tout fonctionnait avec des termes de 3 syllabes, et les noms des personnes, c'était en 3 syllabes. C'est-à-dire que nous fonctionnons un système de nom-prénom, ou de dénomination et précision, et là, tout fonctionnait avec un système de triangle. Est-ce que dans cette civilisation des Guanches dont on parlait, il y a ce rythme ternaire, par exemple, de 3 syllabes dans les appellations? Pas nécessairement, pas à ma connaissance, mais je dirais que dans cette expérience d'hypnose qui vient d'être relatée, moi ça me fait penser aux expériences d'Edgar Cayce. Et oui, on retrouve exactement Edgar Cayce, grand visionnaire américain qui faisait un spirit, disons-le. D'ailleurs, on va parler de lui si vous voulez bien, dans un instant. Victor Hugo faisait les mêmes expériences aussi. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec vos invités Franck sur Europe 1, Jacques Gossard et Bernard Werber. L'histoire et la légende aujourd'hui. Alors évidemment, l'expérience sous hypnose de Bernard Werber a rappelé à notre invité Jacques Gossard cet autre ensemble d'expériences, celui d'Edgar Cayce. Il faut dire qui était Edgar Cayce. Personnage qui aujourd'hui aux États-Unis est encore une très grande référence. Il y a une fondation, etc. Bien entendu. Il y a une fondation, il y a des archives, et ses activités se continuent. En fait, Edgar Cayce, au départ, on l'appelle le prophète dormant. C'est quelqu'un qui, dans la première moitié du XXe siècle, donnait des diagnostics sous hypnose. C'est-à-dire qu'il se mettait sous hypnose, et le patient était en face de lui, il lui décrivait son mal et il lui donnait éventuellement, après le diagnostic, il lui donnait des remèdes ou des indications pour se soigner. Et à force de faire des consultations de ce type, il en a fait des milliers. D'ailleurs, tout ça a été consigné par écrit et c'est disponible à la Fondation Edgar Cayce. Il fait des voyages en Atlantide, lui, vraiment. Et lui en fait, oui, parce que au départ, il s'intéresse au physique des gens, et puis petit à petit, il va approfondir, parler des aspects psychiques, et en arriver à parler à certaines personnes de leur vie antérieure. Et donc, pour certains, il va dire, vous, dans une vie antérieure, vous étiez Atlante. Et donc,
par ce biais, il va s'intéresser à l'Atlantide. Atlantide dont, entre parenthèses, il n'avait jamais entendu parler auparavant parce que c'était quelqu'un dont la seule lecture était la Bible. Mais en dehors de ça, il n'avait aucune culture générale. Et donc, il y a un déluge dans la Bible, quand même, comme dans l'Atlantide. Effectivement, on peut relier les deux événements. Et donc, il va en arriver à parler de l'Atlantide, à donner des informations générales, des descriptions de l'Atlantide, et puis il va dire quelque chose de très important. Il va dire, mais vous savez, si on va du côté de Bimini, dans les Bahamas, et si on fouille un peu par là, on va certainement retrouver des vestiges de l'Atlantide. Or, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il a même donné une date, il a dit, et d'ailleurs en 1968, il a dit ça en 1940, en 68 ou 69, une partie de l'Atlantide va surgir hors de l'océan. Et en 68, effectivement, 2 pilotes d'avion passent au-dessus de l'île de Bimini, et là, qu'est-ce qu'ils voient à quelques mètres sous la surface de l'eau qui est très claire dans cette région? Ils voient des structures sous-marines. Alors, ces structures sous-marines géométriques assez étranges. Effectivement, on les a examinées, on a organisé des plongées, on est allé voir ça de plus près. En fait, ce sont des structures mégalithiques qui sont constituées de longues murailles d'à peu près 80 mètres de long. Et il y a là donc toute une série de murailles qui sont reliées entre elles, qui se trouvent pas très profondément, à 6-7 mètres de profondeur. Et certains ont parlé évidemment de port de l'Atlantide, partant du principe que les Bahamas s'enfoncent lentement dans l'océan et que 10 000 ans, on en revient à cette date, 10 000 ans avant Jésus-Christ, ces structures étaient à l'air libre. Alors on ne tranchera pas aujourd'hui sur cette différence sur cette alternative mythe ou réalité. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments un peu partout sur le globe qui peuvent laisser penser que l'Atlantide a existé. Et ce qui est encore plus certain, c'est que de toute façon, cette notion d'Atlantide a fait travailler les imaginations. C'est une utopie, et une utopie d'autant plus forte qu'elle est, comme je le disais pour ouvrir cette émission, qu'elle est située dans le passé, Bernard Werber. Et vous, travaillant sur cette utopie, vous avez eu l'idée d'une succession d'humanités, en quelque sorte. Une première humanité de géants, c'est le père de votre héros qui découvre un squelette en Antarctique qui fait 17 mètres de long, donc une sorte de géant. Et puis une deuxième humanité qui serait la nôtre, en attendant une troisième qui serait peuplée, alors là, cette fois de Lilliputiens. De tout petits, oui. Oui, donc après ce travail d'hypnose, je dois préciser une chose, je n'ai pas souhaité aller en Atlantide. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans un endroit que je n'arrivais pas du tout à identifier. C'est après que j'ai fini par comprendre que j'étais en Atlantide. Oui, ça m'a donné l'idée d'imaginer qu'il y avait une civilisation passée, une humanité première, qui était des géants, qui vivaient 1000 ans. D'ailleurs, si on regarde bien dans la Bible, puisque après tout, la Bible est aussi un texte qui parle de ça. Dans la Bible, on parle de Mathusalem qui vivait 1000 ans, et il y a aussi des références à un peuple de géants qui aurait existé, une civilisation de géants qui aurait existé avant la nôtre. Donc j'ai pris la Bible et tous ces textes à la lettre, et je me suis dit, imaginons qu'il y a eu jadis une humanité de 17 mètres de haut, 10 fois plus grande, qui vivait, chaque individu vivait 1000 ans, et il vivait sur cette île qui était au centre, donc moi je la situe précisément entre l'Europe et l'Amérique. Oui, donc bien sûr, en pleine Atlantique. En pleine Atlantique, oui, je prends le texte de Platon au mot. Et j'ai imaginé que cette civilisation a connu 4 fléaux. En fait, l'Apocalypse, les 4 drames de l'Apocalypse sont en fait du passé et non pas du futur. Et que cette civilisation a connu... Ce ne serait pas la prévision d'une apocalypse à venir, mais la réminiscence d'une apocalypse passée. Exactement. Et j'ai l'impression que d'ailleurs que d'autres textes qu'on retrouve dans la civilisation aussi chinoise et amérindienne racontent ça. Une civilisation de géants qui aurait préexisté à notre civilisation, et que cette civilisation, après, aurait essaimé partout, ce qui explique que vous parliez tout à l'heure des peuples de la mer. Mais en fait, c'est le mythe du déluge, exactement comme vous en parliez. À savoir que l'arche de Noé, c'est les Atlantes qui, après avoir reçu la grande vague dans la gueule, essaient de sauver ce qu'ils peuvent sauver. Alors après, peut-être qu'ils sont allés sur Minos, peut-être qu'ils sont allés, au Sahara, peut-être qu'ils sont allés dans des tas d'endroits. Toutes les localisations qu'on a évoquées pourraient être des vestiges, finalement. Voilà, mais même, pas, tout est possible. Et la mythologie grecque raconte la lutte contre les titans, qui sont des géants, donc ça serait la lutte contre les Atlantes, en fait. Quel bonheur, en tout cas, d'imaginer les choses comme ça, de renverser parfois les perspectives et de coller, pourquoi
pourquoi pas l'apocalypse dans le passé. Bernard Werber, Troisième Humanité, c'est votre nouveau roman chez Albin Michel, comme toujours. Et c'est un moment de dépaysement total. Et puis pour revenir, se remettre les pieds sur terre, si je puis dire, mais avec une part non négligeable faite au mythe et à la légende, l'Atlantide 2, de Jacques Gossard, dans la collection Les Aventuriers de l'étrange, c'est chez Dervy. Et puis je rappelle donc le titre de votre revue, Chronique des civilisations disparues, c'est Kadat, K-A-D-A-T-H. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous ouvrir l'esprit.